Dimitri Pavlenko. 8h44, sitôt réélu, Emmanuel Macron passe à la vitesse supérieure sur l'Europe. On en parlait avec Mathieu Bock-Côté à l'instant. À Strasbourg hier, le chef de l'État a développé sa vision très ambitieuse de l'avenir de l'Union, qu'il voit donc à géométrie variable, dans laquelle les États membres ne seraient plus tenus d'avancer tous au même rythme. D'un côté, vous auriez des cercles d'avant-garde, comme il dit. De l'autre, une espèce de salle d'attente rénovée, plus accueillante pour les candidats à l'adhésion, telle l'Ukraine. Ce qu'Emmanuel Macron appelle une communauté politique européenne. Et il propose pour cela une révision des traités. Alors, question ce matin dans Europe 1 2022, faut-il changer l'Europe? Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Journaliste à l'opinion, bienvenue sur Europe 1. François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes toujours membre du bureau national du PS? Toujours, jusqu'à ce que peut-être on décide de m'exclure pour délit d'opinion, mais à ce moment-là, je saurais défendre mon socialisme. Il n'y a pas de problème. Je les attends. Vous avez entendu l'appel d'Alain Finkielkraut tout à l'heure qui appelle ceux-là à faire quelque chose. Et Bruno Jeudi est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Alors avant de discuter, messieurs, dames, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier à Strasbourg. Nous savons que nous ne serons pas peut-être tous et toutes d'accord. Et il ne faut pas non plus craindre la différenciation, les avant-gardes. Elles ont toujours été fécondes pour le projet européen, de l'euro à Schengen. Ces cercles d'avant-garde n'excluent pas, mais c'est permettre à ceux et celles qui veulent avancer un peu plus loin d'entraîner les autres et de rendre l'ambition désirable. Je sais parfois les craintes qu'il y a d'une Europe à plusieurs vitesses, elle existe déjà. Alors voilà donc le programme pour l'Europe d'Emmanuel Macron, un discours qui intervient d'ailleurs 5 ans après celui de la Sorbonne. Je vais prolonger les citations. Bruno Jeudi, Emmanuel Macron dit « La volonté de nous tenir à 27 aujourd'hui nous interdit d'être plus ambitieux. Il ne faut pas craindre la différenciation. » Sacré programme quand même, hein. Oui, c'est un discours qui n'est pas neuf sur le fond. Beaucoup d'idées sont des idées déjà entendues dans plusieurs discours. Cette fois-ci, plusieurs vitesses, notamment. Cette fois-ci, il rassemble ça dans un ensemble au début d'un mandat, alors qu'Emmanuel Macron prend une place sur la scène européenne évidemment centrale avec le départ d'Angela Merkel. Donc c'est un peu lui qui peut aujourd'hui tirer le char, on pourrait dire. Et c'est vrai qu'il ressuscite des idées qui ont fait leur preuve de leur efficacité. L'Europe par cercle, au fond, ça fonctionne déjà. Il le cite d'ailleurs dans l'extrait que vous venez de passer, l'euro, Schengen. Et même si on peut, en prenant chacun de ces cercles, se dire que tout n'est pas parfait, c'est ce qui permet à l'Europe de trouver un peu d'efficacité monétaire grâce à l'euro. Schengen, c'est pas complet, mais bon, ça a le mérite d'exister et de fonctionner, même si on sait que Frontex, tout ce qui est connu sur ce dossier est critiqué, pas toujours assez efficace, mais c'est ce qui permet à l'Europe de fonctionner, de trouver de l'efficacité. Ouais. Alors après, c'est vrai que là, il était dans une théorie, il faut voir sur quoi il pourrait l'appliquer. Alors c'est vrai, on pense à la défense, on passe à quelques sujets alors on va voir spécifiquement le sujet de la révision des traités, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Convention de révision des traités, on n'a pas fini d'en parler de celle-ci. Voilà, alors c'est toujours des sujets très techniques, l'Europe. Mais d'abord, François Calfon, vous n'êtes pas convaincu finalement qu'il y ait l'envie d'un véritable saut fédéral d'Emmanuel Macron, parce qu'on peut aussi lire la chose de la manière suivante, c'est-à-dire on a un sacré programme, cette coopération politique, cette communauté politique qu'il appelle de ses voeux, Emmanuel Macron, finalement c'est tout changer pour ne rien changer. Et ça veut dire à l'Ukraine, en fait vous serez dans l'Europe mais vous adhérerez pas. Non, mais je vais vous dire, ça va surprendre tout le monde ce matin, mais si j'avais dû prononcer ce discours, j'aurais prononcé à peu près le même. C'est-à-dire qu'en réalité, il rassure sa base européenne et ses partenaires européens dans le cadre de la présidence française de l'Union, la France étant devenue, avec l'Allemagne, vraiment le binôme, le moteur de l'Europe, donc il rassure ce côté-là. Et en même temps, pour moi, il se situe dans un juste équilibre sur la question ukrainienne. C'est-à-dire que quand vous créez une salle d'attente et que vous dites que ça prendra des décennies à adhérer, on imagine le coup de fil à la diplomatie russe de dire, on prend notre part, on soutient l'Ukraine, mais on ne franchit aucune ligne jaune. Qu'a-t-on entendu de tous ces dirigeants allemands qui achètent à tour de bras du gaz russe, qui tout d'un coup étaient des grands va-t-en-guerre? Eh bien moi je trouve que à ce stade, Emmanuel Macron incarne une grande stabilité française, sans emportement sur la question de l'Europe orientale. Donc c'est le deuxième aspect, parce que je pense que c'est quand même un point central que la crise a changé, c'est par rapport à la règle de l'unanimité et à la position particulière de la Hongrie. Alors ça, si vous voulez bien François, on va en parler spécifiquement, parce que c'est vraiment le sujet. Parce que pour moi, il marche sur deux jambes. Comme ça, peut-être vous prendrez mon temps de parole, vous le donnerez aux autres. Mais
marche sur deux jambes au sens où on a maintenant un allié plus qu'objectif de Poutine au sein des 27, sachant que le groupe de Visegrad qui réunissait la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie a explosé à l'occasion de cette crise. Ouais. Et nous ne pouvons pas avoir un droit de veto sous influence russe au sein même de l'Union européenne. C'est la question de la Hongrie, c'est la question de la décision à l'unanimité. Alors, juste pour replanter le décor, je vous donne tout de suite la parole à Emmanuel Ducrot, mais ce que dit Emmanuel Macron, il dit il faut réviser les traités, parce qu'aujourd'hui, dans un grand nombre de domaines, c'est la règle de l'unanimité qui prévaut, à savoir que tous les membres des États membres doivent être d'accord. Il suffit qu'il y en ait un pour que ce soit bloqué, donc le fameux droit de veto. L'idée étant de passer au principe d'une règle, la majorité qualifiée, c'est-à-dire pour une décision, 15 des 27 États membres suffit, dès lors qu'ils représentent 65% de la population européenne. Voilà. Sauf qu'en réalité, on voit bien que la majorité qualifiée, en fait, elle existe déjà pour tout un tas de domaines, très concrètement. Oui, elle existe. Mais ce que je trouve intéressant, moi, dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a bien saisi le moment européen. C'est-à-dire que l'Europe est dans une phase qui a été révélée en creux, en fait, par la crise Covid et par la crise ukrainienne. Ça a montré à la fois... la présidence Trump aussi, le Brexit. Comme par exemple sur la question de la santé, l'Europe a eu beaucoup de mal à se mobiliser. On a vu que ça avait beaucoup ratatouillé, que ça avait montré quand même la complexité, la lourdeur de cette machine bruxelloise, et que ça, probablement, c'est une leçon. Ça, c'est la première. En deuxième point, l'Ukraine a au contraire montré que dans des situations vraiment très cruciales internationalement, l'Europe avait eu cette capacité de mobilisation et de se réunir d'un coup. Et il y a un troisième point à tout ça, c'est l'affaiblissement de l'Allemagne, et le moment français est probablement là. L'Allemagne est affaiblie politiquement, elle est affaiblie économiquement. On a vu à quel point ces choix la freinaient dans sa capacité de réaction face à la Russie et dans la crise ukrainienne. Donc, la presse allemande appelle Olaf Scholz le chancelier fantôme. Hein. Ça oui, donne le ton, hein. Comment dire, l'Allemagne a été le moteur de l'Europe ces 30 dernières années, et on sent là que le rapport de force est possiblement en train de s'inverser. Donc le moment, il est bon, et effectivement, je pense que la proposition répond à des attentes européennes. On a bien vu que l'unanimité, avec cette histoire de veto, était un frein et possiblement, un loup dans la bergerie européenne. Donc la majorité qualifiée, c'est un moyen de contourner cet obstacle-là. Oui. Et je trouve qu'il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est le fait qu'on puisse donner au Parlement une initiative législative en Europe. Et c'est probablement quelque chose qui manque quand on voit que les citoyens ont l'impression que l'Europe est très loin d'eux, est très déconnectée, que la Commission européenne prend parfois des décisions qui lui paraissent totalement absurdes, absconses. Peut-être que raccrocher l'Europe aux citoyens à la faveur de cette crise et de ces grands bouleversements internationaux, c'est une bonne idée. Alors après, évidemment, donc il y a cette idée, est-ce qu'il faut changer l'Europe, en changer les règles de fonctionnement? Les anti comme les pro-européens sont à peu près tous d'accord pour dire que le fonctionnement actuel, qui a été conçu pour une Europe à 6, à 27, c'est déjà compliqué. Imaginons demain si nous sommes 36, ça va être compliqué. Vous parlez de loup dans la bergerie, qu'en sera-t-il de la Serbie si elle entre dans l'Europe, qui est ostensiblement pro-russe? Il y a une autre question qui se pose derrière, Bruno Jeudi, c'est mais les Français, est-ce qu'ils veulent plus d'Europe? C'est la question quand même. Les Français, effectivement, derrière votre question, c'est le référendum de 2005 qui a été quand même un sacré arrêt sur dans l'engouement des Français qui avait été de toutes qui avait tout validé au fond depuis la création, depuis les premières heures européennes, et le référendum de 2005. Puis le traité de Lisbonne de 2007 a sans doute accru le clivage en France entre les eurosceptiques et les pro-européens, si bien que on a dans le discours politique français en filigrane ce scepticisme que l'on ne retrouve pas forcément quand on prend les avancées européennes plus concrètes thème par thème. Les Français sont attachés à l'euro. Les Français restent attachés quand même à la politique agricole commune. Ils restent attachés aux grandes politiques européennes. Mais globalement, il y a en France une montée quand même de l'euroscepticisme, ce qui est assez paradoxal parce que quand vous prenez les thèmes, ils sont plutôt pour. Oui, moi qui étais plutôt eurosceptique, j'ai voté non traité de Maastricht, etc. Je suis plutôt pour d'une gauche plutôt républicaine et souverainiste. Pour autant, quand on regarde un peu les choses et les évolutions, il y a compter l'opinion et compter les faits marquants.
Le fait marquant, c'est que dans cette campagne présidentielle, plus personne n'est contre l'euro, parce qu'en réalité, l'euro s'est imposé. Le fait marquant, c'est que personne ne conteste, et on conteste que ça traîne, le fait qu'il y ait une taxe carbone à l'importation. Le fait marquant, c'est que personne ne contesterait qu'il y ait un impôt européen, qui est un élément de fédéralisme, sur les GAFAM. Le fait marquant, c'est que personne ne contesterait qu'il y ait, enfin peut-être pas les Irlandais d'ailleurs, mais une fiscalité commune minimale sur les entreprises. Et enfin, j'en termine par un point, c'est que les Français ont toujours rêvé l'Europe en grand, enfin une France en grand en réalité. Oui, voilà. Et sur la question diplomatico-militaire, le fameux levier d'Archimède du sur la général de question Gaulle. diplomatico-militaire, sur la question souveraine de l'énergie, en réalité, les choix français s'imposent. On parle de la crise allemande, mais la crise allemande, elle est faite des choix irresponsables qui ont été pris sous l'influence des écologistes allemands sur la question énergétique. Et la conversion récente de l'Allemagne sur son réarmement masque mal le fait que le parapluie au-delà de l'OTAN, quand on veut un parapluie européen, ce parapluie nucléaire sur les questions de défense, il est français. Si j'ose dire, la sécurité commune des Européens, les Français en ont payé un prix plus élevé que les autres. Donc vous voyez bien que la présidence Macron, mais qui aurait pu être la présidence d'un autre président de la République, avec le Brexit, qui est aussi un élément important, replace la France au cœur du village européen. Dans ces conditions-là, les Français sont davantage prêts à l'accepter. Alors, je vous repose la question, les Français veulent-ils plus d'Europe, Emmanuel Ducrot? Alors je pense que les Français veulent surtout mieux d'Europe. Mais parce qu'il y a un paradoxe. On a quand même conscience en France que, par exemple, sur la taxation des GAFAM, je rejoins François, sur la taxation des GAFAM, sur la mise en place du RGPD, qui est en passe de devenir une norme mondiale de protection des données. L'Europe, c'est un gros marché à 400 millions de consommateurs quand même. C'est un poids, c'est une force et elle a la capacité d'imposer un certain nombre de choix. Mais il y a ce paradoxe des politiques français qui considèrent quand même que l'Europe est toujours un bouc émissaire assez commode. Et on fait passer, on fait endosser à l'Europe un certain nombre de handicap, notamment sur nos thèmes de production, sur le dos de l'Europe, alors que ce sont simplement nos surtranspositions françaises qui nous pénalisent. Mais l'Europe, c'est quand même très très facile, c'est loin, on se préoccupe pas trop des textes, c'est compliqué. C'est l'Europe. Sauf que c'est une fois sur deux à peu près faux. Merci à tous les trois. On n'a pas fini d'en parler de cette réforme proposée par Emmanuel Macron, du fonctionnement de l'Union européenne. François Calfon, Emmanuel Ducrot, Bruno Jeudi étaient nos trois éditorialistes du jour. Bonne journée à tous les trois. Bonjour.